La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous allons parler de Michael Jackson, de l'exposition dans un premier temps. Et d'ailleurs, Michael Jackson, ça sera le fil rouge aujourd'hui en termes de musique, vu qu'on va passer, tu m'as demandé de passer plusieurs morceaux de Michael Jackson que tu affectionnes tout particulièrement. Donc, Oui. Chers auditeurs, vous aurez l'occasion de découvrir, enfin de redécouvrir en tout cas, les plus grands succès de Michael Jackson. Donc, Michael Jackson au Grand Palais. On t'écoute, Delphine. Tout à fait. Alors, comme vous le savez sûrement, le Grand Palais présente une exposition sur Michael Jackson qui s'appelle This Is It, qui a été présentée à la National Portrait Gallery à Londres à l'occasion de l'anniversaire des 60 ans du roi de la pop. Alors, cette exposition se concentre sur Michael Jackson, son œuvre, sa personnalité. Il fait partie donc des personnalités les plus représentées dans l'art contemporain. On voit 40 œuvres d'artistes qui se sont inspirées évidemment de son œuvre. Donc des tableaux, des sculptures, des vidéos, par exemple le célèbre David Lachapelle qui fait des peintures, des photographies surtout très évocatrices, jusqu'à Andy Warhol, en passant par Marvin Gaye. Andy Warhol a peint Michael Jackson ? Alors, il a peint tout à fait, il D'accord. a fait des portraits de Michael Jackson avec ses couleurs Oui, très reconnaissables, un petit peu à la Marilyn Monroe. tout à fait, oui. Donc c'est vraiment une œuvre très amusante. Alors il y a Andy Warhol, parce qu'évidemment on peut imaginer que c'est très coûteux de faire venir des toiles J'imagine. jusqu'à Paris. Donc on a beaucoup de chance qu'elle soit arrivée au Grand Palais, parce que finalement c'est une petite exposition. Les Français adorent Michael Jackson comme les Anglais ou les Américains, mais c'est une petite exposition qui n'a pas fait de communication, donc il faut aller la voir. Oui, parce que quand tu m'en as parlé, moi Personne j'étais n'est pas au courant. Autant Miro, dont on va parler après, j'en ai entendu parler, il y a eu pas mal de publicité. Oui. Autant cette exposition sur Michael Jackson, Alors, il faut dire qu'elle est toute petite. Il y a juste une quarantaine d'œuvres, des artistes très contemporains, donc c'est très amusant parce que ce sont des artistes qu'on ne connaît pas forcément D'accord. à Paris. Donc des très très belles photos, vidéos, sculptures. Il y a par exemple Yan Peiming, qui est un artiste chinois qui avait peint Picasso lors de l'exposition Picasso au Grand Palais notamment. D'accord. Donc qui est très très belle. Aussi de Grayson Perry, qui est actuellement à la Monnaie de Paris, qui est un artiste qui est moitié homme, moitié femme, et qui est totalement extravagant. Donc c'est amusant de voir, notamment là c'est un vase de Grayson Perry. Il y a du Keith Haring, du Jonathan Horowitz, enfin plein d'artistes qu'on ne connaît pas tellement en France. Donc ça vaut le coup d'y aller, même si l'exposition, c'est toujours cher d'aller au Grand Palais, donc c'est 10 ou 12 euros la place. et ça prend combien de temps Ça prend 1 heure. Alors on peut y aller avec d'accord. les enfants, on peut y aller entre amis, et on peut aussi aller le voir après l'exposition Miro, justement, qui est à côté. D'accord, donc on peut avec un autre billet ou Alors il faut prendre un Oui. autre billet séparé. D'accord. Il n'y a pas de billet couplé. Donc c'est D'accord. vraiment, ou alors vous vous baladez dans le coin et vous dites hop, et si j'allais voir l'exposition de Michael Jackson. Et c'est toujours joyeux. Alors il y a des vidéos, il n'y a pas énormément de musique, ça si on doit la critiquer, mais il faut vraiment y aller en se disant je vais voir des belles photos. Ça a toujours un côté un peu triste, parce que finalement Ce qui est bien, c'est que les photos en noir et blanc avec Michael Jackson, oui. voilà. C'est toute notre époque, c'est toute ma jeunesse, peut-être pas la tienne, mais on est tous... Je suis de 82, donc c'était une légende quand j'étais gamin. Voilà. Quand on parle du King of Pop, c'est vraiment ça. Dans les années 90, c'était la légende vivante quand j'étais à Exactement. l'école. Mais il y avait toute une polémique sur justement, ne serait-ce que sa couleur de peau. Je faisais une blague juste avant, mais Ouais. tu me disais qu'il était complexé, c'est ça, Exactement. On ressent dans cette exposition qu'en fait, il change totalement son image. Il change son nez, il change la couleur de sa peau. Il essaie de devenir blanc. Alors, c'est tellement triste de Mais voir on a que parlé je sais pas, à un moment, on parlait de maladie, ou est-ce que c'est lui qui a voulu devenir blanc? Moi, je pense pas. Il y Je a pense tout qu'il un mythe tout autour de Oui, de déjà, ça. il se refait le nez, il se refait les pommettes, il commence à devenir de plus en plus blanc. Moi, je
pense qu'il a fait des traitements qui ont fait que sa peau est devenue plus blanche. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi il s'est transformé. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu tellement de problèmes aux États-Unis avec les Noirs. Donc, il était une telle image forte que pour lui, c'était extrêmement difficile à vivre. C'était peut-être aussi pour se détacher de sa famille, non ? Puisque j'ai cru comprendre que les relations avec son père n'étaient pas extraordinaires, parce qu'il a commencé extrêmement jeune avec ses frères. Et ses sœurs aussi qui étaient chanteuses. Et est-ce qu'il n'a pas voulu quelque part se détacher de ça, se démarquer complètement du reste de sa famille en devenant blanc ? Est-ce que c'est, comme tu dis, quelque chose de social, puisque les Noirs étaient... il y a un peu plus de racisme à l'époque, malheureusement encore toujours un peu, mais il y en avait beaucoup plus à l'époque. Aux États-Unis, c'est soit très fort, soit les gens sont très intégrés. Moi, quand je vais à New York et que je vois des tables avec un couple blanc, un couple noir, et qui discutent tranquillement. En France, c'est encore assez rare et c'est dommage. Oui, mais bon, c'est un long débat, voilà. Ça. Mais... En tout cas, il a été en effet le 7e d'une famille de 9 enfants. Oui. Donc, il chante avec ses frères, comme tu disais, à l'âge de 6 ans. Il commence une carrière professionnelle à 11 ans au sein des Jackson 5. Enfin, imaginez... à 11 ans, un enfant qui chante avec sa voix merveilleuse. Donc, il a eu en effet trop de pression, trop pour un enfant. Et il a commencé vers quel âge à peu près sa carrière solo ? Alors, solo... Toi, j'essaie de te piéger, voir si tu as révisé avant. Tout à fait. C'est bien, hein ? Oui. Tu me pièges. Alors, en fait, il reste membre du groupe jusqu'en 1984. J'aurai toujours la bonne réponse. Et il entame l'année de ma naissance, c'est quand même très beau, en 1971, une carrière solo. Tout à fait. Et donc, 5 de ses albums solo, parus de son vivant, figurent parmi les albums les plus vendus au monde. Ah bah oui. Voilà, oui. Donc c'est le roi. Voilà. Et dans les années 80, évidemment, il devient la figure majeure de la musique pop. Ah bah 80-90, voilà, on a tous écouté ça dans nos Walkman à l'époque. Ouais. Et puis on voit que ça ne vieillit pas. C'est une musique qui on a envie de danser tout de suite. C'est merveilleux. Ah bah là, quand tu m'as demandé pour préparer l'émission de reprendre certains titres du best-of, je me suis replongé dedans et pour te dire, je l'ai mis dans ma playlist maintenant sur mon téléphone, voilà, pour me réécouter. C'est comme tu dis, ça vieillit pas. Ouais. C'est indémodable. Et alors après, on sent un peu les différences entre les différents albums, les différences un peu d'influence. On va avoir des choses un peu plus rock d'un côté, un peu plus pop, un peu plus des chansons un peu plus, je dirais pas gnangnan, mais un petit peu des ballades un peu. On sent que c'est assez commercial, mais il y a une diversité dans son œuvre qui est extraordinaire. Ouais. Et malheureusement, il nous a quittés il y a quelques années et je me souviens du choc. Je pense en 2009, bon, il est mort à 50 ans d'une overdose de médicaments. Voilà. Bon. Oui. Mais bon, cela dit, c'était quelqu'un qui avait un mal-être très profond, comme beaucoup d'artistes. Et il avait une vie assez ravagée, comme on le disait sur les médicaments. Bon, ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais il a eu une œuvre extraordinaire. Et donc tu voulais qu'on commence cette émission avec un titre des Jackson 5, justement, de Michael Jackson quand il était tout jeune et noir. Encore à l'époque. Exactement. Et charmant, il était d'une beauté et d'une intelligence dans la musique. Donc j'ai hâte de l'entendre. I Want Your Back des Jackson 5, tout de suite sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, la radio des patients de l'hôpital. C'est Antoine et Delphine pour notre émission 1 heure ensemble. Aujourd'hui, nous vous parlons de nos coups de cœur culturels. Juste avant la pause musicale, Delphine nous parlait de l'exposition au Grand Palais sur Michael Jackson. Et toujours au Grand Palais, une autre exposition, la rétrospective du peintre Miro, que tu es allé voir, Delphine, et tu vas nous en parler. Exactement. Juan Miro... donc c'est une exposition magnifique qui réunit près de 150 œuvres sur les périodes allant du mouvement fauve au surréalisme puis vers le cubisme. J'aime beaucoup cette phrase donc de Juan Miro. Pour moi, un tableau doit être comme des étincelles. Il faut qu'il éblouisse comme la beauté d'une femme ou d'un poème. Donc c'est à Majorque que Miro crée des peintures plus grandes qui sont présentées dans les dernières salles de l'exposition. Les œuvres rassemblées viennent du MoMA, du musée Guggenheim à New York, en passant par la fondation Miro à Barcelone.
mais aussi du Centre Pompidou, le musée Picasso ou évidemment la galerie Jeanne Bucher-Gégère à Paris. C'est un parcours poétique dans l'œuvre du peintre catalan qui impose son univers onirique, jusqu'alors inconnu dans la peinture du XXe siècle. C'est une exposition à faire absolument en famille. Et alors, c'est la question que je pose à chaque fois. Il y a combien d'œuvres à peu près, combien de temps on peut y passer à cette exposition ? Alors, certains diront que c'est assez long. Moi, j'ai pas trouvé. Il y a 150 œuvres environ. Ah oui, quand même. Donc, en effet, il y a toutes les salles. Ce sont les grandes salles d'exposition du Grand Palais. Mais c'est tellement charmant, tellement poétique, onirique, comme on disait tout à l'heure, que c'est très facile en fait. D'ailleurs, on peut y aller en famille, avec des enfants même petits, parce qu'il y a toujours des images, ça laisse rêveur, donc on peut se balader, on n'est pas obligé de regarder chaque toile. Il y a des très très grandes toiles de grand format, donc voilà, donc c'est merveilleux. Il faut pas manquer cette exposition qui est actuellement jusqu'au 4 février seulement, donc il faut y aller absolument, sinon vous pouvez aller sur le site du Grand Palais et visiter l'exposition sans vous déplacer, ce qui est pas mal aussi. Ah, on peut faire ça ? Tout à fait, on peut D'accord, voir, faire une visite virtuelle. Oui, en général, donc c'est très agréable et ça permet, si on peut pas marcher par exemple, de voir l'exposition. Et est-ce que c'est pas trop élitiste, puisque moi je suis pas un amateur d'art, pour ça qu'on est complémentaires dans cette émission, parce que toi tu vas parler d'expositions que je n'irai jamais voir. Ouais. Qui sait. Mais ce qui des fois moi me bloque, c'est le côté un peu élitiste de certains artistes, où c'est un peu perché et du coup moi, j'y suis pas sensible. En revanche, j'ai eu l'occasion de voir d'autres musées. Quand on était en Israël, à Tel Aviv, j'ai visité le musée d'art contemporain. Mm-hmm. Je me suis ennuyé au possible, pour pas dire autre chose. Ah bon ? Ah bah quand t'as une pièce entière avec une pièce entière avec une chaise posée au milieu, ça s'appelle la chaise. Ah oui. Voilà, et t'as tout le monde qui tourne autour pendant 1 heure pour c'est magnifique. Ça, mais alors rien n'affiche. Oui. En revanche, quand tu vas voir d'autres musées, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Italie, je suis beaucoup plus sensible quand je vais aller voir un musée, par exemple à Florence, où je vais voir des œuvres de la Renaissance, où là derrière, il y a un réel travail. Alors c'est toute la discussion sur l'art contemporain. En fait, je ne sais pas si tu connais Marcel Duchamp, qui était à la fois un artiste et un dandy. Alors Marcel Duchamp, il a mis des toilettes dans un musée, une pissotière exactement, et il a dit ceci est de l'art. Et en fait, le fait que les gens passent devant et le voient, c'est devenu de l'art. Ça a complètement changé le monde de l'art. Les gens se sont mis à dire mais oui, à partir du moment où c'est montré, c'est de l'art. Oui. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que l'art contemporain ? Alors l'art contemporain, déjà, moi je pense qu'il ne faut pas forcément expliquer l'art contemporain. Il faut le ressentir, le vivre, et on n'a pas besoin d'être éduqué pour voir de l'art contemporain. Oui. C'est même à ça que ça sert. Mais d'où le côté, comme je te disais, après c'est mon point de vue, un peu élitiste. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut effectivement analyser, etc. Alors que quand on va voir un peintre et une peinture par exemple de la Renaissance, ça montre des personnes, des lieux, etc. Et donc c'est quelque chose, un peu comme de la photographie, c'est quelque chose de réel qu'on va voir, donc on va admirer, mais ça, je pense que c'est mon côté où j'ai besoin, pour que ça soit vraiment une art, qu'il y ait un énorme travail derrière. Mais comme beaucoup de gens. Et c'est pour ça que l'art contemporain, des fois, alors... on pourrait faire des émissions entières sur ça. Ouais. C'est le côté minimaliste, des fois, où tu prends juste une toile avec un trait au cutter. D'ailleurs, il y a un très bon sketch d'Alex Vizorek sur l'art. Extraordinaire, qu'il faut absolument aller voir. Et la conclusion est jolie, parce que tu as l'impression qu'il se moque de l'art contemporain, mais il a une conclusion intéressante qui fait un petit peu réfléchir. Et comme tu disais, des moments où les gens vont se déplacer et vont le voir, c'est de l'art. Qu'est-ce qui fait que c'est de l'art ? Est-ce que c'est la quantité de travail qui a nécessité de faire une peinture, comme la Chapelle Sixtine, c'est une œuvre d'art ? Ou alors est-ce que juste un concept, une idée, même si ça tient sur quasiment rien, est de l'art ? Mais j'ai un peu du mal après avec aussi le côté, tout le business autour de ça. Bon, pour reparler de Juan Miro, voilà. Tout à fait, c'est une œuvre extrêmement poétique qui, d'ailleurs, c'est très amusant parce que j'étais avec mes filles de 10 ans qui m'ont dit
Oui, maman, ça c'est facile à faire. Alors ça c'est le grand truc des gens qui n'aiment pas l'art contemporain, qui disent c'est facile. Pas du tout, c'est extrêmement complexe, mais c'est poétique. D'ailleurs, ses contemporains disaient que c'était assez facile comme peinture. Il est assez critiqué dans le monde de l'art contemporain. Mais honnêtement, moi je vous parle d'émotion, et l'émotion que l'on a en voyant une toile de Miro, c'est merveilleux. D'abord, il est barcelonais, donc on sent, il a habité à Palma de Majorque, il est peintre, sculpteur, graveur, céramiste. C'est vraiment un artiste. En plus, il est catalan, donc il a une identité très forte. C'est un artiste et il ne faut pas se poser de questions, il faut juste rêver avec lui et partir avec lui, s'envoler dans les cieux, dans les signes. Et c'est surtout lui qui a donné un mouvement surréaliste et énormément d'artistes comme Dali, par exemple, se sont inspirés de lui. Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est à quel moment il a commencé à peindre et ce que ça a donné aussi dans les œuvres des artistes plus tard. C'est ça. Bon. Après, en tout cas, on sent que ça t'a beaucoup plu. Tout à fait. Et pour conclure, effectivement, là où moi j'insiste sur la quantité de travail, toi tu nous parles d'émotion. Exactement. Et c'est ta vision de l'art, c'est l'émotion. Tout à fait. Et tu as pris beaucoup de plaisir à aller à cette exposition. Oui. Miro, et tu invites tous les auditeurs, quand ils seront sortis de l'hôpital en pleine forme, à aller voir cette exposition s'ils y sont sensibles. Voilà, ou sinon d'aller sur le site du Grand Palais et de voir l'exposition online. Et toujours dans les sorties, alors moi je voulais te parler, Delphine, et en parler aussi aux auditeurs, de Max Bird. Max Bird, je ne sais pas si tu connais. En fait, c'est un jeune YouTuber qui a même pas 30 ans. Qui a une chaîne YouTube depuis 2016. Alors, Max Bird, qui veut dire oiseau, c'est un pseudo qu'il a pris puisque c'est un grand amateur de la biodiversité, un amoureux de la nature et en particulier des oiseaux. D'où le pseudo Max Bird. Je suis depuis presque 2 ans maintenant ces vidéos sur YouTube et il y a une vidéo, donc c'est des vidéos à peu près de 5 minutes sur des idées reçues. Alors c'est très sympa, il va prendre une idée reçue et puis il va faire une vidéo sur le ton de l'humour mais instructive. Et sur lui-même va se qualifier entre guillemets de Jim Carrey, mais à son humble niveau. Oui. C'est un peu comme si Jim Carrey présentait C'est pas sorcier. C'est-à-dire qu'on a, voilà, ces deux modèles, c'est Jamie de C'est pas sorcier et Jim Carrey. Jim Carrey parce qu'il est beaucoup dans la gestuelle, dans les grimaces, etc. Et puis C'est pas sorcier pour tout ce côté pédagogue. Et donc sur les idées reçues, je l'avais connu et j'invite les gens à les voir. Donc c'est Max Bird, les idées reçues. Il en fait plein. Alors des choses un peu rigolotes sur la tomate est-elle un fruit ou un légume, sur est-ce que les chauves-souris ne voient pas, enfin ne sont aveugles. Enfin tout plein de petites idées reçues où il va vous démontrer. Mais il y en a surtout une qui était intéressante et c'est celle qui a battu tous les records et qui m'a fait connaître quand des personnes l'avaient partagé sur Facebook. Oui. C'était une vidéo très sérieuse. Il y en a qui sont très légères, mais là c'était très sérieux sur l'homosexualité. Donc il a fait sur l'idée reçue d'homosexualité avec l'histoire, entre guillemets, la place de l'homosexualité dans la société. L'idée reçue qui est que l'homosexualité n'est pas naturelle et donc il a fait une vidéo sur ça pour lutter contre les idées reçues et lutter contre l'homophobie. Et c'est une vidéo qui est quand même marrante mais qui est très très intéressante, qui est forte. C'est comme ça que je l'ai connu. J'ai regardé toutes ces autres vidéos. Il va parler par exemple de la maladie de Toutankhamon, enfin de la malédiction de Toutankhamon. Donc il est vraiment top. Et en le suivant sur YouTube, j'ai vu qu'il a fait un spectacle qui s'appelle l'Encyclo-spectacle. D'accord. Et donc je suis allé le voir le 31. Je suis allé le voir le 31 décembre. On a choisi d'aller voir ça pour le réveillon c'était une bonne idée. à l'Européen. En plus, on est arrivé bien en avance. On était au premier rang, c'était top. Ouais. Une petite salle de 300-400 places, très bien. Mais là, il y est plus, mais il va dans plein d'autres salles. Et on peut le voir sur YouTube. Et on peut le voir sur YouTube, mais pas son spectacle. Et alors justement, je me disais, qu'est-ce que ça vaut un YouTuber qui fait un spectacle ? Parce que faire une vidéo YouTube de 5 minutes avec un script, avec un montage, c'est une chose. Tenir 1h15, 1h30 à peu près sur scène, c'en est une autre. Et alors ? J'ai adoré.
J'ai adoré et je suis super content parce que ma femme qui était avec moi, qui ne connaissait pas, je lui avais juste montré une vidéo YouTube, a adoré aussi. C'est ultra instructif, on en sort vraiment moins bête, mais c'est drôlissime. Il va par exemple, un de ses sketchs, il va nous raconter le mythe d'Édipe. Et donc je dis Édipe et pas Oedipe, puisqu'il va vous expliquer que le E dans l'eau en grec se dit E. Bon bref, il va vous expliquer la différence entre un pingouin et un manchot. Il va vous expliquer si la tomate est un fruit et légume également. Donc on apprend des choses. Et donc ça part de ça où il va faire un sketch sur la sélection naturelle et ça a l'air très drôle. Sur la disparition des dinosaures. Enfin, est-ce que les dinosaures ont vraiment disparu? Et donc c'est quelques thèmes un peu à la C'est pas sorcier. Il en fait des sketchs. Il est dynamique, il a une énergie mais folle qui est communicative, et un sketch sur l'alcool qui il explique les bienfaits pour être ironique de l'alcool. Et voilà, c'est vraiment énorme. Donc Max Bird, je vous invite à le suivre sur sa page YouTube pour ceux qui ne connaissent pas. Et sur scène, c'est autre chose. C'est-à-dire là où vous avez des petits sketchs montés sur YouTube, vous allez voir vraiment un travail de scène, et il n'a rien à envier aux autres. Donc c'est un vrai comédien en fait. Ah oui. Bah, ce que j'ai vu, c'est qu'il a fait justement, il a vécu en Guyane pendant son adolescence, que son père avait été muté. Il est resté longtemps là-bas, d'où son amour pour la nature, pour les oiseaux, et ça, il en parle magnifiquement bien dans son spectacle justement, puisqu'il a pris les photos d'un oiseau. Il était le premier à avoir diffusé des photos de la harpie féroce. Non mais il nous explique que justement c'était une quête qu'il a fait où il nous explique un petit peu son amour pour la nature et la photographie. Et puis après, il a fait le cours Florent, apparemment 2012, je crois. Ah d'accord. Donc et il a une formation de comédien. Et il avait été découvert dans l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier. Il avait fait un sketch, il avait été remarqué. Après, il a lancé sa chaîne YouTube. Donc vraiment, mon énorme coup de cœur, Max Bird. Allez voir ses vidéos. S'il passe, puisqu'il fait souvent des tournées, puis il revient à Paris, il repart en province, il revient. Allez le voir. C'est vraiment top, et vous passerez un bon moment, et ça fait vraiment du bien de rire pendant 1h15. Tout à fait. Croyez-moi, on change bien les idées. On parle de Michael Jackson depuis tout à l'heure, qui c'est le fil rouge de notre émission. Moi, je voulais vous faire découvrir un morceau de Michael Jackson très jeune. Ça s'appelle Ben. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, et donc c'est Michael Jackson enfant qui chante. Et vous allez découvrir, la chanson est magnifique. Donc tout de suite, Michael Jackson avec Ben. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, la radio des patients de l'hôpital. C'est Antoine et Delphine pour notre émission 1 heure ensemble. Aujourd'hui, nous parlons de nos coups de cœur culturels, et nous avons parlé d'expositions et de spectacles précédemment. Et là, tu nous amènes au cinéma, Delphine, pour nous parler du film Edmond, qui est tiré d'une pièce à succès. Exactement. On t'écoute. Alors, le film s'appelle Edmond d'Alexis Michalik, qui a monté cette pièce il y a quelques mois, qui était un succès énorme au théâtre. Ça fait des années que j'en entends parler. Alors, ça fait des années. Toutes les pièces qu'il écrit sont des succès. C'est quand même extraordinaire. Il a écrit Le Porteur d'Histoire, qui était sa première pièce, qui était une chasse au trésor littéraire. C'était vraiment une pièce incroyable qui se joue encore actuellement à Paris. Il a fait le Cercle des illusionnistes sur le magicien Houdin. Et sa dernière pièce, c'est un intramuros qui se passe en prison. Donc vraiment, toutes les pièces qu'il fait sont des grands succès. Et donc Alexis... Il est très jeune en plus. Il a fait plein de succès, mais il me semble qu'il est très jeune, exactement. Il a commencé très tôt. Je crois qu'il a même pas 40 ans ou... Oui, je crois. Enfin, en tout cas, il n'a pas 40 ans. En tout cas, c'est un joli palmarès pour quelqu'un de son âge. C'est un génie. C'est un génie, oui. C'est vraiment un génie. Et en fait, il voulait produire ce film. Et évidemment, comme il n'était pas encore connu, il n'avait pas trouvé de financement pour faire ce film. Et étant donné son succès, il a enfin réussi à réaliser le film. Donc c'est extraordinaire. Il y a mis tout son cœur. Il a pris des comédiens, notamment Olivier Gourmet, qui est un comédien extraordinaire, pour jouer le rôle de Cyrano de Bergerac. Oui, puisqu'en quelques mots, Edmond,
le pitch, tu nous parles de Cyrano de Bergerac. Le pitch pour les auditeurs de Edmond, c'est... Alors, ça se passe à Paris en décembre 1897. Edmond Rostand n'a pas encore 30 ans, ça nous rappelle quelqu'un, et il a déjà 2 enfants et beaucoup d'angoisse. Il n'a rien écrit depuis 2 ans et en désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une nouvelle pièce, comédie héroïque en vers, ce qui se faisait plus du tout à l'époque, D'accord. à l'occasion des fêtes de fin d'année. Seul souci, la pièce n'a pas encore été écrite. Donc, faisant fi des exigences de ses actrices, de ses producteurs corses, alors les producteurs corses qui sont extraordinaires dans le film, ces histoires de cœur de son meilleur ami, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Donc, pour l'instant, il n'a que le titre Cyrano de Bergerac. Ils avaient bien raison de ne pas y croire à l'époque au succès. Hein. Voilà, exactement. Exactement. Il faut savoir que cette pièce est quand même une pièce écrite en 5 actes, qu'elle est extrêmement longue. Donc, je ne sais pas si tu l'as déjà vue au théâtre. Alors non, pas au théâtre. J'ai vu le film avec Depardieu il y a longtemps. Alors, le film est merveilleux. Depardieu était vraiment, pour moi, le meilleur. Cela dit, Olivier Gourmet est un comédien extraordinaire. D'ailleurs, on le voit dans tous les films actuellement. Il joue des grands rôles. Et là, il est merveilleux en Cyrano de Bergerac. Il est à la fois fort, délicat, et alors il joue avec Clémentine Célarié qui joue Sarah Bernard, la grande comédienne. Donc elle est à mourir de rire en comédienne déjà has-been en fait finalement. Il y a Mathilde Seigné qui joue Roxane. Sauf que évidemment, bon, je raconte pas toute la pièce, mais elle ne peut pas la jouer, donc finalement elle est remplacée par Alice de Langsin, qui aussi est l'actrice fétiche d'Alexis Michalik, qui est merveilleuse en Roxane. Donc c'est vraiment pour ceux qui ont peur d'avoir déjà vu la pièce et de revoir le film, c'est tellement facile de voir ce film qui a un rythme soutenu, qui est très très bien joué. On s'ennuie pas une seconde. J'ai même emmené des enfants de 9 à 20 ans qui ont adoré. Tout le monde a adoré dans la salle. C'est vraiment, à mon avis, ça va être un grand succès de cette année. Et Alexis Michalik a vraiment bien fait de le tourner comme il l'a toujours souhaité. Et c'est fidèle à la pièce, puisque le danger quand il y a un film tiré d'une pièce, c'est d'être déçu. Alors moi, j'allais dire, moi je trouve ça encore mieux. Certaines personnes que je connais m'ont dit non, ça ne vaut pas la pièce. Tu avais vu la pièce? Moi j'ai vu évidemment D'accord. la pièce. D'ailleurs on en avait parlé lors d'une émission. La pièce est excellente, c'est du théâtre, donc c'est du spectacle vivant. Donc ça n'a rien à voir, parce que le spectacle vivant, on voit les comédiens, on vit avec les comédiens. Là c'est vraiment un film, ça n'est pas du tout du théâtre filmé. Pas du tout, c'est vraiment un film avec des décors, avec des scènes en extérieur, et puis surtout les comédiens sont tous excellents. Donc on s'amuse, on rit, et c'est quand même une histoire du théâtre vraiment. Qui a existé. Le théâtre à cette époque était comme ça. Donc c'est un milieu, il y a même du French cancan. Donc vraiment, courez voir ce film, c'est vraiment excellent. Mais alors, l'histoire, si j'ai bien compris, c'est l'histoire du créateur de Cyrano de Bergerac. Donc, le film, enfin, la pièce et le film, en tout cas, on ne voit pas... ce n'est pas la pièce Cyrano de Bergerac jouée en film. Pas du tout. C'est là où on raconte l'envers du décor de la création de la pièce, c'est ça ? Exactement. C'est l'histoire d'Edmond Rostand qui commence à écrire cette pièce et qui s'inspire en fait de l'amour de son meilleur ami qui est une jeune femme qui s'appelle Roxane. Et donc il s'inspire de sa vie pour écrire cette pièce. Ça me fait penser un peu, en parlant cinéma, à Save Mr. Banks, qui était avec Tom Hanks, et qui expliquait justement, qui est Tom Hanks qui joue Walt Disney et qui expliquait quand il a rencontré l'écrivaine qui a écrit Mary Poppins. Tout à fait. Et du coup, on comprend avec la vie de cette écrivaine et la relation qu'elle a avec Walt Disney, comment elle a écrit Mary Poppins, et on voit, et c'est ce que tu disais, il va s'inspirer de choses qu'ils ont vécues ou d'amis ou de personnes de leur entourage
pour le remettre dans le récit. Ouais, Et exactement. donc ce que tu me disais, c'est qu'effectivement, lui, il va s'inspirer de la vie d'un de ses amis pour faire un personnage dans la pièce. Voilà, et ce qui est amusant, c'est qu'il écrit la pièce au fur et à mesure. Donc, il s'inspire de chaque élément et il finit par écrire sa pièce, se disputer avec son meilleur ami et vivre un amour par procuration. Voilà. Donc, c'est vraiment une histoire de théâtre. Et je pense que c'est ça que les gens aiment. C'est qu'il y a vraiment une histoire de troupe, une histoire de théâtre. Et ça c'est merveilleux à voir à la fois dans la pièce qui se joue actuellement également. Donc, Mais elle continue. je pense qu'elle continuera. Elle continuera toujours. une bonne paire d'années, je pense. Voilà. Mais il ne faut pas manquer d'aller voir les autres pièces de Michel Chalic qui sont excellentes, et notamment la première qui est Le Porteur d'Histoire. Ça, c'est vraiment une pièce extraordinaire, et c'est ça qui l'a fait connaître. Donc, ton gros coup de cœur du moment, Tout à fait. après la pièce, le film Edmond, aussi bien, voire meilleur pour certains, tu nous disais, Oui. que la pièce. Toujours cinéma, alors maintenant, à mon tour de vous parler de mon coup de cœur, on n'est pas dans les mêmes... c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes thèmes. Non, mais c'est ça qui est bien. Moi, je vous parle du film de Shyamalan. Je sais pas si ça Alors, te dit qui est- quelque chose. qui est Shyamalan M. Night Shyamalan, qui est le réalisateur indien qui travaille à Hollywood, mais qui a fait Le Sixième Sens. Ah oui. Voilà, si je te dis Le Sixième tout à fait. Sens, The Village, Signs, si je te dis Incassable, justement. Donc, c'est très délicat parce que je ne vais pas vraiment vous parler de Glass, qui est actuellement au cinéma, je vais vous parler des deux premiers. Parce qu'en fait, si je vous parle de Glass, qui est actuellement au cinéma, je ne sais pas comment faire pour pas vous... Puis on peut pas Vous gâchez la comprendre, surprise. j'imagine. Ah, Bah oui, parce que j'ai tellement peur de spoiler, donc je vais parler des deux premiers. d'accord. Voilà, c'est la fin d'une trilogie. Donc là, il avait sorti Incassable en 2000. Mhm. Alors pour remettre un peu dans le contexte à l'époque, il avait fait Le Sixième Sens, qui était sorti l'année d'avant, Mhm. qui a eu un succès énorme, qui l'a fait connaître. Et Bruce Willis, extraordinaire dans Sixième Sens. Et d'ailleurs, ça a redoré un peu son image, puisqu'il avait l'image un peu du gars qui jouait dans tous les films d'action. Et là, on a vu qu'il pouvait jouer autre chose. Et il a fait Incassable. Et quand c'est sorti, c'est un film qui a été mal compris. En fait, Incassable, c'est l'histoire d'un super-héros. Et c'est le premier film vraiment de super-héros. Et donc, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, parce que c'est un thème que j'adore. Mais on ne s'attendait pas du tout à ça. En fait, il s'appelle Incassable tout simplement puisque il est indestructible, si je puis dire, il a une force un peu surhumaine. Mais ce n'est absolument pas un film de super-héros comme on peut voir les Marvel, etc. Où c'est un film extrêmement subtil comme il fait. Et quand il est sorti à l'époque, on ne savait pas du tout, on ne connaissait pas trop le thème. Et donc les gens étaient surpris, tout le monde. C'est de la science-fiction, c'est. Oui, Un petit peu. oui, c'est filmé caméra à l'épaule. Ah Donc on n'est pas du tout dans une grosse production. En fait, c'est un film très intimiste sur quelqu'un qui a des pouvoirs ou pense en avoir. C'est tout un débat. Je vous laisse voir la trilogie pour comprendre. Et donc à l'époque, accueil assez mitigé. J'avais beaucoup aimé au deuxième visionnage. Au premier visionnage, j'étais perturbé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Deuxième visionnage, j'ai beaucoup plus aimé, puis je l'ai revu différemment, puisque je connaissais mieux la thématique. Samuel L. Jackson qui joue Glass, justement. Samuel L. Excellent Jackson. comédien. Samuel L. Jackson, Bruce Willis, quand même une belle affiche. Ah oui. Ils sont extraordinaires tous les deux. Et le pitch, c'est que Samuel L. Jackson, qui est quelqu'un qui a la maladie des os de verre, donc qui est né avec X nombre de fractures, et donc du coup il découvre David, qui est joué par Bruce Willis, qui lui apparemment est incassable, vu que le début du film c'est qu'il y a un accident de train et tout le monde meurt, sauf cet homme, D'accord. qui ressort indemne, pas une égratignure. Et donc une égratignure, excusez-moi. Et l'homme est interprété par qui? Bruce Willis, Ah, c'est justement, Bruce David. Willis, d'accord. Et donc ça, c'est le pitch d'Incassable. Et il y a cette relation entre ces deux personnes qui sont à l'opposé l'un de l'autre, finalement. Et pour moi, je l'ai vécu comme vraiment une déclaration d'amour aux comics américains, Ah oui. donc aux BD de super-héros. C'est une interprétation, une transposition des comics dans la réalité. Et il y a 2-3 ans, c'était en 2016, il est sorti Split, avec James McAvoy, qui est un acteur écossais qui est extraordinaire, vraiment. Oui. Et là, on ne savait pas que c'était la suite d'Incassable. Ah. En fait, c'est le... Alors,
je ne révèle pas de secret vu que Glass est sorti au cinéma et on nous dit que c'est la fin de la trilogie. Mais en fait, le twist final de Split, c'est qu'on voit le film. Et Split, c'est l'histoire de James McAvoy, donc, qui joue quelqu'un qui a 23 personnalités. Et donc, il change d'une personnalité à l'autre, mais de façon extraordinaire. C'est un huis clos où vous avez 3 jeunes filles qui sont kidnappées par une des personnalités de James McAvoy. Et finalement qui doivent être donnés en sacrifice à la bête, qui est apparemment la 24e personnalité, qui est un être supérieur, donc toujours un peu dans ce thème fantastique. Et donc c'est un huis clos, mais extraordinaire. Et à la fin, justement, on ne s'attendait pas du tout. Dernière séquence, on voit le personnage d'Incassable, incarné par Bruce Willis, qui va à la recherche de cet homme. Et alors là, on comprend pas. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais d'où il fait un lien avec son film d'il y a 16 ans ? Et en fait, c'est parce que dès le départ, il avait écrit la trilogie. Ah, d'accord. Et donc Glass donc le premier Incassable, c'était Bruce Willis. Le deuxième Split, c'était sur James McAvoy. Et le troisième Glass va parler de Samuel L. Jackson, qui était présent dans le premier. Et ils vont se retrouver tous les trois dans un hôpital psychiatrique. Ouh là là, oui. Et donc on retrouve les 3 protagonistes dans un hôpital avec une psychiatre qui leur explique, alors ça je dis ce qu'il y a dans la bande-annonce, je ne raconte pas plus, mais qu'en gros, est-ce qu'ils ont vraiment des super-pouvoirs ? Est-ce que ce sont vraiment des super-héros ? Ou est-ce que c'est leur interprétation ? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu schizophrènes à se croire pour des super-héros ? Ah, ouais. Donc la bande-annonce dit juste ça. Et on voit que ça va être un huis clos, majoritairement, dans un hôpital psychiatrique avec ces 3 personnages. Et donc j'étais assez sceptique quand j'avais entendu dire, donc une fois que Split était sorti, bah c'est normal qu'à la fin il fait apparaître Bruce Willis parce que en fait c'est une trilogie qui est prévue depuis le départ et il y aura le film final dans 2-3 ans. Je disais ok, là il va tirer sur la corde commerciale d'Hollywood à vouloir absolument faire du neuf avec du vieux, comme ce qu'on a trop l'habitude de faire. Et finalement, magistral. La réalisation est extraordinaire. Ah bah, déjà, sa donc réalisation, on retrouve le Shyamalan du début. On le sent plus libre dans la réalisation parce qu'on a au fur et à mesure de ses films, je pense qu'il a peut-être été un peu trop des choses imposées par des producteurs qui ont fait que c'est devenu trop commercial. Et c'est le dernier opus ou c'est le dernier. C'est la conclusion. Il l'a dit, c'était une trilogie depuis le départ. D'accord. Il explique dans le 3e les liens qui existent entre les 2 premiers films et c'est totalement cohérent. C'est-à-dire là où à la fin du 2, on ne savait pas que c'était un 2, on se dit qu'est-ce que ça vient faire là ? Et en fait, on se rend compte que, bah oui, il y a vraiment un lien qui est très bien expliqué. Les acteurs, ils sont tous les 3 époustouflants. Et alors, vraiment, c'est difficile, mais je peux pas trop en dire parce que je vais vous gâcher le plaisir. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut absolument avoir vu les 2 premiers. Il y a des personnes qui ont détesté, c'est un peu comme tous ces films, c'est-à-dire soit vous avez des personnes qui trouvent que c'est un chef-d'œuvre, soit des personnes qui s'ennuient à mourir. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas vu les 2 premiers et que vous attendez à un film de super-héros à la Marvel, alors là, passez votre chemin. Vous allez vous ennuyer à mourir. Donc, quel est le public Ceux qui ont vu les 2 premiers. Si vous avez aimé Incassable, et si vous avez aimé Split, et si vous avez vu l'un sans voir l'autre, surtout regardez les 2, puisqu'on pensait que c'était des films indépendants. Mais regardez les 2 et moi je les ai revus en Blu-ray donc juste avant. Je me suis refait Incassable, Split et le lendemain le Glass et vraiment une conclusion parfaite. La boucle est bouclée. Les acteurs, j'arrête pas de le dire, je me répète, mais c'est donc James McAvoy qui va passer d'un personnage à un autre. Et il y a une profonde réflexion, la réalisation magistrale, il y a plein de façons de filmer très originales qui sont propres à Shyamalan. Et puis, au niveau de la thématique, c'est beaucoup plus profond qu'on peut s'imaginer. Ne regardez pas la longue bande-annonce. Il y avait juste une petite bande-annonce très rapide pour faire de la pub au départ. Il y a une grosse bande-annonce qui est sortie après de 2 minutes 30. Ne la regardez pas.
elle va vous gâcher des choses. Vraiment. Alors là, souvent dans les oui, films. mais alors, oui, mais là, ça vous gâche des choses. On voit le film avant et du coup, Ah, on se dit, il y a non, tout mais du film. en fait, j'ai revu la bande-annonce après. J'ai vu la bande-annonce après avoir été voir le film et je me suis dit, non, ça sert à rien de montrer ça. Donc vraiment extraordinaire. Et puis, il arrive à faire que l'on ait de l'empathie, même envers les méchants. Ah, oui. Et c'est là où c'est un peu, justement, toujours dans cet hommage aux comics américains, va vous expliquer pourquoi les méchants sont méchants, pourquoi ils en sont arrivés là, qu'au fond d'eux, il y a de la souffrance. C'est un peu ça la thématique des comics de toute façon. Il y a rarement des méchants qui sont méchants gratuitement. On sent qu'il y a toujours quelque chose. Et d'ailleurs Stan Lee, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui est le créateur qui était le créateur de Marvel. Il y a le personnage de Magneto dans les X-Men, qui est le grand méchant des X-Men, et il a été créé puisque c'est un enfant rescapé de la Shoah et qui justement va se venger puisqu'il se rend compte que génétiquement il est supérieur aux autres, puisque c'est un mutant qui est supérieur à la race humaine. Enfin, c'est ce qu'il dit. Et donc, c'est un eugénisme à l'envers où il va vouloir supprimer les humains, puisqu'il est au-dessus. Et c'est ce qu'il a vécu, lui, en étant jeune, en ayant vécu la Shoah. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment, derrière chaque histoire de super-héros dans les comics américains, c'est très profond. Donc, c'est ça que Shyamalan arrive à mettre en place dans ses films. Donc, vraiment, allez-y ou attendez qu'il sorte en Blu-ray ou qu'il passe à la télé. Et surtout, encore une fois, regardez les deux autres avant, puisque vous aurez plein de références, plein de choses qui vont s'expliquer. Donc, il faut vraiment voir les trois à la suite. Et quand je parlais de super-héros, donc on parlait de Marvel, il y a les deux grandes écoles. Il y a Marvel d'un côté, DC Comics de l'autre. DC qui veut dire Detective Comics, qui était le nom des premiers comics à l'époque concurrents de Marvel, où vont apparaître Batman et Superman, qui étaient les deux héros, les deux grands classiques, et d'ailleurs justement les deux opposés, si je puis dire, puisque vous aurez quelqu'un qui va être un extraterrestre avec des pouvoirs d'un demi-dieu ou d'un dieu, et vous allez avoir Batman qui est ni plus ni moins qu'un humain, dont son seul pouvoir c'est d'être ultra riche, et qui va justement confronter les autres super-héros. Et ça me fait penser que juste après, on va faire encore une pause musicale, et après moi, je vais vous parler de séries télé, toujours un super-héros, de DC Comics, puisque je vais vous parler de Titan, qui est l'histoire dans l'univers de Batman, puisque c'est son premier Robin, Dick Grayson, qui a été remplacé, qui a pris ses distances avec Batman, qui va créer son histoire de son côté avec les Titans, et ils ont fait une série tirée de cet univers. Je vais vous dire après la coupure musicale ce que j'en pense. Ça ne sera pas nécessairement un énorme coup de cœur, c'est pas un coup de gueule non plus. J'ai un avis très mitigé. Mais on va revenir sur le fil rouge de l'émission qui était Michael Jackson. Et tu m'as demandé de mettre Billie Jean, un de tes morceaux préférés. Yes. Et donc on va l'écouter tout de suite. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, la radio des patients de l'hôpital. C'est Antoine et Delphine au micro pour émission 1 heure ensemble. Aujourd'hui, nous parlons de nos coups de cœur culturel. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous avons parlé d'expositions, de spectacles, de cinéma. Je parlais de super-héros juste avant avec Glass, qui est au cinéma actuellement. Et je parlais de DC Comics, de Batman, de l'univers de Batman. Et ce qui m'amène à vous parler d'une série télé Titan qui vient de sortir sur Netflix. Et là, comme je disais, je ne peux pas dire que c'est un coup de cœur, c'est pas un coup de gueule non plus. Pour la faire courte, c'est l'histoire de Robin, donc l'acolyte de Batman, le premier Robin, en tout cas, Dick Grayson, qui a pris son indépendance. Tous les fans de comics connaissent un peu l'histoire. Il prend son indépendance, il fait un groupe qui s'appelle les Titans, après il devient Nightwing et il revient auprès de Batman. Et finalement, cette série, je ne sais pas trop quoi en penser, parce que depuis 2012 à peu près, on a plein de séries de super-héros. Tu as d'un côté les DC Comics, où tu vas Arrow, Green Arrow, Flash,
Supergirl depuis, et ils n'arrêtent pas de, comme je dis, tirer sur la corde. Alors Aquaman, c'est au cinéma, mais en tout cas, oui, parce que voilà, au cinéma, ils ont sorti plein de films. En série télé, ils ont sorti d'autres dont l'histoire n'est pas du tout la même. Enfin, c'est d'autres interprétations. Et Arrow, qui était très bien au début, qui s'inspire un peu des Batman de Nolan. Donc les 2 premières saisons extraordinaires. Après, c'est devenu du grand n'importe quoi. Moi, j'ai complètement lâché depuis 2-3 ans. On a l'impression de voir des chorégraphies de Power Rangers. C'est devenu cucul la praline. Ah non, c'est qu'ils ont complètement changé. C'est-à-dire qu'au début, ça fonctionnait bien. Ils avaient un ton très sombre. Christopher Nolan, je vais essayer de faire vite parce que si je parle là-dedans, j'en parle pendant 2 heures. Christopher Nolan, qui a fait la trilogie Batman, a remis à la mode, si je puis dire, cette thématique. Les séries télé ont voulu s'en inspirer, puis après ils ont dû faire des choses un peu plus grand public, quitte à devenir un peu gnangnan, et c'est ce qui se passe. Et après, il y a Marvel qui est arrivé, qui a sorti Daredevil en bon franglais, Daredevil, qui était extraordinaire, c'est-à-dire extrêmement violent, extrêmement réaliste, extrêmement sombre. Et là, on s'est tous pris une claque en disant, bah, dis donc, on était habitués au film un peu... ça a fait avancer. Donc là, c'est vraiment ultra réaliste, ultra adulte. Voilà. Donc ça, c'était extraordinaire. Après, ils ont fait Punisher, Jessica Jones, Luke Cage. Donc très adulte, très mature. On avait des épisodes DC Comics, des séries DC Comics très grand public. Et en fait, Titan vient se mettre au milieu. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire quelque chose de très sombre, un peu comme Marvel, comme la concurrence, et en même temps sans tomber dans le côté gnangnan de Arrow, Flash, etc. Mais au final, j'ai eu un peu de mal parce que oui, c'est bien, c'est beaucoup mieux que les autres séries DC Comics, mais clairement moins bien que les Marvel. C'est sombre, mais sombre pour être sombre, c'est-à-dire que il y a de la violence que je pourrais limite qualifier de gratuite. Parce qu'au final, le personnage de Robin, quand il quitte Batman, c'est parce qu'il trouve que Batman devient trop violent. Normalement, il y a un code d'honneur où il ne tue jamais ses adversaires. Et puis là, là, on va voir qu'il y a des morts dans la série, des choses comme ça. Donc, j'ai l'impression que ça ne respecte pas l'histoire initiale. On a fait du dark pour faire du dark. On ne sait pas trop où ils veulent en venir. Est-ce qu'ils ne vont pas toujours trop loin dans les séries ? Moi, j'ai remarqué ça sur Netflix. Ouais. Ils vont trop loin, ils veulent avoir un public plus important et donc ils utilisent la violence. C'est dommage. Donc là, ils se cherchent. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un entre-deux. Donc si vous aimez l'univers de Batman, si vous aimez cet univers-là, regardez. C'est sympa, c'est divertissant. J'attends de voir la saison 2 pour voir la tournure que ça prend. Ouais. C'est vrai que la première saison, souvent, c'est un peu explicatif. Hein. Arrow, la première saison est la meilleure. Après, c'était une pente descendante. Donc après, à voir. À voir. Donc moi, point de vue super-héros, Titan, sympa, sans plus. Encouragement du conseil de classe. À voir l'année prochaine ce que ça donne. Mais pour les grands fans de Batman comme moi, il y a quand même des choses qui sont complètement incohérentes et on a beaucoup de mal en tant que fan à laisser passer certaines dérives. Mais je ferme la parenthèse, sinon je peux faire des émissions entières là-dessus. Et pour conclure l'émission, tu as une petite minute tu voulais nous parler d'un dernier coup de cœur. Un street artiste. Exactement. JR. Alors, JR est actuellement à la Maison de la Photographie, qui est au métro Saint-Paul. Et donc, il présente la première exposition de l'artiste de street art. Elle rassemble ses premières photographies, des collages de format monumental et des installations absolument extraordinaires. Donc, je vous conseille d'aller dans ce quartier du Marais. Il travaille donc la photographie, le spectacle vivant et les arts visuels. Et il a fait un magnifique film avec Agnès Varda qui s'appelle Visage de village. Je ne sais pas si tu l'as vu, où il se promenait dans son camion et il photographiait et puis il les affichait des photos des gens des villages. C'est un très très beau film. Et donc l'art de JR s'affiche sur les immeubles des banlieues parisiennes, sur les murs du Moyen-Orient, sur des ponts brisés d'Afrique, et il a été le plus connu par ses photos de visage sur les favelas au Brésil. Donc en 2014, il investit le Panthéon et il réalise une bâche recouverte de centaines de portraits de Parisiens. Ça aussi, ça l'a fait connaître. Donc c'est une très belle exposition, assez facile, rapide à faire en famille ou entre amis.
absolument. Donc c'est JR Monumentum à la MEP, métro Saint-Paul, 5-7 rue de Fourcy. Merci beaucoup Delphine pour ton dernier coup de cœur. Et donc on souhaite à tous nos auditeurs de ressortir en forme de l'hôpital le plus vite possible. Ouais. Et s'ils veulent d'aller voir les expositions, les spectacles, les films au cinéma dont on vient de parler ensemble. Encore un grand merci Delphine, c'était un plaisir de faire une émission à nouveau avec toi. Et chers auditeurs, nous vous souhaitons un très bon rétablissement et surtout un très bon retour chez vous. Et restez sur la voie d'Ambroise Paré, on vous remet sur le flux musical. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.